accro aux écrans, quelle place pour les écrans chez les enfants? Les écrans sont devenus la première occupation des enfants et des adolescents, bien avant l'école. Alors eux, de toute façon, ils sont nés avec Internet, alors que c'est pas notre cas, nous, les parents. Je vois toujours tous les méfaits que ça a, mais finalement, je vois jamais ce que ça leur apporte d'être avec les écrans. On n'en parle jamais. Finalement, ça a peut-être des qualités pour eux. Alors oui, ça a des qualités, et puis on pourra en citer quelques-unes, mais c'est vrai que on a quand même substitué des supports qui n'étaient pas forcément à substituer, je pense. Le fait de se rendre compte que les enfants n'arrivent pas forcément à écrire, à utiliser leurs mains, ont des difficultés après dans la motricité fine, parce qu'en échange, ils savent utiliser un iPad, un iPhone ou quoi que ce soit, pose question. Donc oui, ça a un intérêt. Mais moi j'ai pris le parti d'être un peu de la vieille école et de dénoncer ce qui peut poser problème là-dedans. L'écran n'est pas forcément problématique en lui-même, comme pour les jeux vidéo. On a voulu faire croire que les jeux vidéo amenaient la violence, ce qui n'est pas le cas. Ça ne crée pas de la violence en soi. Mais, ou alors que ça rendait les gosses épileptiques. Enfin, il y a quand même toute cette mode-là qui disait que... Il y a quelques risques, mais c'est assez fin finalement. Et la difficulté n'est pas tant là, c'est surtout en quoi on va utiliser les écrans pour faire autre chose qu'on devrait faire. Par exemple, mais ça n'a aucun intérêt pour les enfants, par exemple, dès leur plus jeune âge, d'être agiles au niveau des capacités cognitives. Par exemple, moi, je les trouve super dégourdis aujourd'hui, les gamins. Quand je les vois, alors là, moi, je vais vous dire... Ça dépend pourquoi, parce que par rapport à ce que vous savez faire, vous savez pas. Mais est-ce que c'est quelque chose d'indispensable à votre développement à cet âge-là? C'est surtout ça la question, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve qu'ils sont dégourdis parce qu'on a du mal. On a eu du mal peut-être à passer à la transition justement du tout numérique. Et quand on voit que des enfants de bas âge y arrivent très facilement, intuitivement presque. Mais c'est intuitif. Voilà. Moi, c'est ça qui me... Ça peut nous impressionner en se disant c'est super, il est doué mon enfant, il sait utiliser l'iPad alors qu'il ne sait pas parler encore. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Alors là, il sait utiliser la tablette alors qu'il ne sait pas parler, etc. C'est ça, complètement. Mais c'est simplement parce qu'ils ont grandi là-dedans. Parce que vous savez, moi, me mettre à parler chinois, c'est très compliqué, mais vous discutez avec un Chinois, il le fait sans réfléchir. Donc après, est-ce que ça veut dire que c'est bon pour la personne? Ça, c'est un autre débat tout de même. Moi, la question pour moi, c'est pas de savoir si c'est bon ou pas. C'est je vois énormément d'articles et de réflexions, d'études sur ce qui vont dans un sens que c'est mauvais pour eux. Est-ce que finalement, il y a des choses que ça leur apporte que nous, notre génération, n'avons pas eu, tout simplement, ou pas? Je pense que c'est un peu tôt pour savoir vraiment ce que ça leur apporte. Il faudra encore un peu de recul pour comparer et faire vraiment des études appuyées pour voir vraiment l'apport. Alors s'il y a un apport cognitif ou s'il y a un apport intellectuel ou un apport, je sais pas, dans autre chose. Les études ne montrent pas ça. C'est ça. Pour le moment, les études sont de plus en plus critiques, mais surtout montrant qu'en fait, on pense que, et quand on fait des études sérieuses, on se rend compte que c'était plus idéologique, c'est-à-dire que ça faisait plus plaisir aux adultes, on avait plus l'impression de les rendre autonomes ou plus réactifs, mais en fait, d'une manière globale, c'est pas une bonne chose en fait. Ça rend pas plus intelligent en fait. Voilà, ça va plutôt vers l'inverse. Si ce qu'on appelle les digital natifs, ceux qui sont nés avec la modernité, si un enfant, dès son plus jeune âge, il sait utiliser une tablette, j'allais dire un magnétoscope, c'est pour dire, ou un... Oula, vous pouvez changer d'émission parce que... ou un ordinateur ou le téléphone de ses parents. Si un enfant sait le faire, c'est pas une preuve d'intelligence. Non. C'est ça que vous voulez nous dire. Oui, c'est pas une preuve d'intelligence. C'est pas du tout même une preuve d'intelligence, dans le sens où, comme disait tout à l'heure Maximilien, quand on est un enfant, on apprend selon l'environnement dans lequel on se situe. Et intuitivement, on apprend des choses, voilà, on a des capacités. Mais ça fait partie de l'intelligence, ça fait partie des capacités qu'on a de manière innée. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, les études vont vers l'inverse de ce qu'est l'intelligence, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a du retard. C'est-à-dire qu'officiellement, depuis quelques mois dans le monde, on a pu constater que pour la première fois, le quotient intellectuel est en train de descendre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait que d'être intelligent mondialement et que là, officiellement, on a atteint un pic et c'est en train de descendre. Et donc, on pourrait se dire, finalement, c'est logique puisqu'on a de plus en plus d'éléments autour de nous. Mais j'ai envie de vous faire l'analogie avec Facebook. C'est sûr qu'à l'époque, vous aviez peut-être une vingtaine d'amis, que vos enfants, ils en ont environ 800. Mais vous savez bien que c'est pas comparable en fait, que les 800 amis virtuels vont pas remplacer quelque chose d'autre. Vous voyez. Donc la tablette dans la main, elle va pas forcément remplacer, voire même elle va obstruer certaines choses. Elle va pas permettre certaines choses. Le fait d'avoir un enfant de 1 an qui est sur une tablette, on peut se dire oh là là, il est habile, il a compris le système.
système, il s'ennuie déjà, ça c'est le truc que les parents nous disent souvent, on lui a acheté une tablette pour son âge, il sait déjà y jouer, donc il passe à une autre tablette, mais moi j'ai envie de dire, ce temps-là, il aurait pu être utilisé à autre chose. Et la thématique de l'émission, elle revient aussi à notre pratique. Tu bon, alors on verra ce que ça génère chez vous, mais regardez, même les parents doivent donner l'exemple. Nous, on va prendre, ne serait-ce combien est-ce que vous connaissez aujourd'hui de numéros de téléphone par cœur, alors que moi je me souviens qu'avant les numéros de téléphone, on les connaissait tous par cœur. Oui, mais encore une fois, là, si on veut un peu défendre et qu'on va un peu dans le sens de la question, Philippe, en essayant de trouver des intérêts à laisser des enfants devant des écrans, des tablettes, etc. Le seul argument qui pourrait être un peu entendu, c'est de changer un peu de paradigme. C'est-à-dire de changer le paradigme de qu'est-ce que un développement convenable, et là de changer vraiment tout notre regard de qu'est-ce qu'un bon développement. Si un bon développement, c'est d'apprendre à lire, à écrire convenablement, à compter, à réfléchir, à analyser, etc., on pourrait basculer les choses en se disant là on n'a plus l'utilité d'apprendre des numéros par cœur. Et vu qu'on n'a plus l'utilité, si on est dans une optique de on s'adapte et on utilise les outils numériques comme étant des aides ou des secrétaires, le problème c'est que après, au niveau moral, ça posera un souci parce que c'est des aides sur c'est tout de suite. Dépendance aussi. Et derrière, on rentre dans une dépendance. Et là, si la robotique ou si les intelligences artificielles prennent le pas, on va perdre. On rentre dans un débat philosophique, mais on perd notre liberté. Mais si on rentre dans un autre paradigme en se disant, oui, on perd notre liberté, mais en même temps, tout est facilité, tout est simplifié. J'ai plus besoin de savoir compter, de savoir écrire, d'apprendre des nouvelles langues, etc. Si on est dans ce paradigme-là en se disant, il n'y a plus l'utilité d'eux et c'est plus nécessaire, alors là, ceux qui vont défendre les écrans à outrance vous diront c'est très bien. À quoi ça sert de savoir lire un plan aujourd'hui alors qu'on a des GPS ? Ça sert à pouvoir se débrouiller quand on n'a plus le GPS. Voilà. C'est-à-dire que moi, en consultation, j'ai demandé à tous les gens qui viennent de me remplir une petite fiche de renseignement, comme un petit vieux, tout simplement parce que quand j'ai fait tomber mon portable qui est tombé de ma poche, sans non plus tomber du 8e étage, il était complètement foutu. J'en avais pour 300 € à réparer ce truc-là, donc j'ai pas voulu. Donc j'ai racheté un portable de BTP qui tient la route, et les gens remplissent la feuille. Parce que c'est sûr que quand on perd son portable, si on n'a pas tout mis sur un cloud qui est possiblement piratable, on est embêté. Donc c'est une question sociétale qui renvoie à la question de la dépendance, de l'autonomie également. Et après, vous voyez, moi quand j'ai des étudiants en licence de psycho ou notamment des travailleurs sociaux en études, etc., qui confondent ENT et ES, qui ont 18, 20, 25 ans, qui n'arrivent pas à mettre un point, une phrase là où il faut, qui n'arrivent pas à avoir une motricité fine qui fait qu'on peut au moins les lire un minimum, qui ne savent pas accorder un verbe, mais qui savent utiliser une tablette 2 fois plus vite que moi, ça me pose aussi question. Alors après, c'est quel est votre idéal ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et plein de gens, même des adultes, commencent à se dire tout ça, de toute façon, c'est un faux problème, puisque comme il y aura des écrans partout, on n'a pas besoin de savoir écrire comme dans le dictionnaire. Bon, moi personnellement, je trouve ça gênant, je trouve ça embêtant, puisque c'est sûr que quand je reçois une candidature pour un stage ou ce genre de choses et que je vois 8 fautes dans la lettre, j'ai pas envie de rencontrer la personne, quoi. Et ça, c'est le choc un peu générationnel qui se prépare, et les écrans intensifient ce problème, je pense. Les écrans sont donc devenus la première occupation des enfants et des ados, bien avant l'école. On va essayer de voir déjà quelles sont les conséquences de l'exposition des enfants à ces écrans. Qu'est-ce qui se passe ? On a des difficultés à différents niveaux. Alors déjà, par le contenu de ce qu'il y a dans l'écran, ça peut poser une difficulté, mais également par la nature du phénomène en soi. C'est-à-dire que quand vous regardez l'écran, on sait que plus un jeune regarde l'écran, moins il va dormir, plus il va adopter de mauvaises postures, moins il va faire d'exercices physiques, moins il va être en interaction, etc. etc. Et en termes d'études, on a pu montrer qu'il y avait des difficultés attentionnelles chez les enfants. À mesure qu'ils regardaient la télévision, ils étaient plus à même d'avoir des troubles de l'attention. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que moi, les enfants, à la base, c'était pas une spécialisation que j'avais. Mais il se trouve qu'au cabinet, j'ai reçu de plus en plus de jeunes avec des profils, on va dire, assez atypiques, un peu particuliers. Et moi, je me posais pas la question du tout des écrans, puisque le souci avec les écrans, c'est que c'est tellement partout, et c'est tellement un geste anodin
Parce que là, aujourd'hui, on parle plus de la télévision, hein, Maximilien. On parle des écrans. Ouais, on parle des écrans, voilà. Donc, c'est le fameux portable. Vous avez qu'à vous balader 1 heure dans Paris. Vous allez la tablette, forcément voir. Les gamins, aujourd'hui, c'est la tablette. Mais prenez le métro. Vous allez voir un enfant qui se met à hurler, qui attrape le portable de sa mère alors qu'il a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ce que vous voulez, et puis qui est calmé à ce moment-là parce qu'il est captivé par l'écran. Et les mamans vous disent en souriant, oh c'est mignon, vous avez vu comme ça le calme. Et en plus, il sait très bien s'en servir. Et puis, elle nous vante aussi sa capacité à pouvoir jongler entre YouTube et Facebook. Bon, moi, je suis très inquiet. On peut prendre un exemple. Là, vous amenez votre gamin au bureau, par exemple, pour la journée. Si vous voulez avoir la paix, vous le mettez sur une chaise et vous lui donnez un écran et vous avez la paix toute la journée. Exactement. Donc, c'est quelque chose d'assez facile. Et ce qui fait, en termes de biais cognitifs, c'est-à-dire que les parents ont tendance à se raconter quelque chose et notamment, ils se disent, c'est ludique. C'est ludique parce que il apprend des choses, on lui met des jeux, il apprend à compter, il apprend à faire ci, il apprend à faire ça. Mais ça a un effet, tout ça, de rester sur un écran pendant des heures. Et donc, on a notamment la question des troubles attentionnels. Les enfants ont du mal à être attentifs, après à rester captés en cours. Pourtant, ils sont calmes. Enfin, ils sont calmes devant l'écran. Devant l'écran, mais en dehors ils sont attentifs. Mais quand il n'y a plus d'écran. Vous savez, vous pouvez aussi dire, moi, quand je vois un fumeur dehors et qui fume, il est très apaisé, quoi. Et retirez-lui son paquet de cigarettes. Voilà. Laissez-le dans un avion pendant 5 heures de vol et puis regardez comment il réagit. Quelqu'un qui se fait un shoot d'héros, et il va être très calme. Voilà. Donc vous pouvez me dire ça le calme. Oui, vous avez raison. Très détendu. Un alcoolique aussi, vous savez, au bar, il peut être très apaisé et très agréable. Voilà. Mais en même temps, l'alcool n'est pas forcément. Non, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Venez dans le sud, chez moi, vous allez voir, chez Tonton, au Ricard-au-Maître, vous allez voir comment ils sont apaisés, les gars. Mais la difficulté, en tout cas, c'est qu'on a créé une dépendance. Et évidemment, tout est une question de dosage. Donc moi, mon idée est certainement pas de supprimer les écrans, mais de suivre notamment les recommandations du nouveau carnet de santé qui, alors j'ai toujours un doute, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, mais je crois que c'est 3 ans. Depuis 2 semaines, on a demandé, il a recommandé... 3, 6, 9, 12. C'est-à-dire qu'on a recommandé aux parents de ne pas exposer leur enfant aux écrans. Pas du tout. Donc la télévision est à bannir avant 3 ans, les consoles de jeux pas avant 6 ans, Internet c'est pas avant 9 ans et les réseaux sociaux pas avant 12 ans. Ça c'est les... Voilà, c'est... Et le problème, c'est qu'on vous dira, et donc moi j'ai ces difficultés, je ne sais pas si tu as ça, Ali, mais en consultation, on vous dit, donc l'exemple typique que j'ai, c'est, écoutez, vous n'êtes pas à notre place, monsieur, à 23h, il prend la tablette de son père, et si on lui retire, il casse tout. Il hurle, il est ingérable, il fait une colère, et vous êtes bien mignon, vous, le psychologue, dans votre bureau, mais si vous étiez là, vous verriez qu'il est ingérable. Donc en gros, on lui fait son shoot d'héroïne, quoi. En tout cas, on le laisse avec son addiction. On achète la paix. Et oui, on achète la paix. Et donc les parents, je suis bien d'accord avec eux, je leur fais le même constat qu'eux, je leur dis, j'imagine bien. Mais le problème, c'est qu'il va falloir déconstruire quelque chose qu'on a laissé un peu sous le tapis, quoi. Et donc, on pense qu'on a eu la paix, on a pensé que c'était éducatif, et puis ça vient combler aussi les absences. C'est-à-dire, je vous laisse un objet. Pendant ce temps-là, nous, on peut faire autre chose. Exactement. C'est-à-dire que maman, elle repasse, elle est fatiguée, elle en a un petit peu marre, elle s'occupe de la cocotte et puis ça cuit dans la cuisine. Elle n'a pas envie d'avoir un enfant qui lui hurle dessus, qui saute partout. On lui donne un écran. D'un seul coup, le niveau sonore s'abaisse et tout va beaucoup mieux. Et l'enfant est apaisé aussi. Donc, on se conditionne finalement, on est renforcé par une situation qui est quand même plus agréable à vivre. Mais la réelle difficulté va être justement pour ces personnes qui ont pris l'habitude justement de donner des écrans à leurs enfants, et le fait de déconstruire, ça va être compliqué. Ça prend du temps, c'est un travail difficile. Et ça, j'ai envie de dire, tout le monde le fait, donc en fait, on fait comme tout le monde. Non, mais le fait que ça a déjà eu lieu et qu'il y a une habitude, le fait de changer justement ces comportements, c'est-à-dire que ça va vraiment être pour ces profils-là où ça va être compliqué. Au niveau préventif, c'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui viennent d'avoir un nourrisson, le fait qu'ils entendent ce discours-là et qu'ils mettent justement en place des mesures qui les empêchent de tomber dans ce piège-là, pour eux, ça sera un peu plus simple quand même.